Bonjour, très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau numéro d'International consacré à l'actualité en Espagne, avec la tension qui monte en Catalogne à une semaine d'un référendum sur l'indépendance, interdit par Madrid. Pour ouvrir ce magazine et avant de retrouver notre invité, notre séquence instantanée. Écoutez ce que dit l'un des membres du gouvernement autonome de Catalogne. Il était interrogé à la télévision publique catalane TV3 au lendemain de l'attentat du 17 août sur les Ramblas à Barcelone. Il cite le nombre de victimes et leur nationalité. Écoutez bien. Sur les Ramblas, il y a eu 7 victimes. Pardon, il y a eu 13 morts. À l'heure actuelle, nous avons déjà identifié 7 victimes. Une femme italienne, une femme portugaise, une femme avec une double nationalité, hispano-argentine, 2 catalanes et 2 personnes de nationalité espagnole. Bonjour Raúl Romeva. Bonjour. Alors, vous êtes l'un des membres de ce gouvernement autonome de Catalogne. Vous êtes conseiller aux affaires extérieures. Le tribunal de Madrid a refusé que vous portiez le titre de ministre des Affaires étrangères, réservé, selon eux, au gouvernement espagnol. Alors, ce que l'on vient d'entendre dans la voix de l'un de vos collègues au gouvernement, faire la différence entre victimes catalanes et victimes espagnoles. Est-ce que vous comprenez que cela ait pu choquer à ce moment-là, peut-être un moment où l'Espagne avait besoin d'unité? Non, en fait, il n'a pas fait la différence entre espagnol et catalan. Il a fait noter qu'il y avait des gens qui étaient en tout cas résidents. C'est pas une question de nationalité. Vous jouez un peu là sur les mots. Non, parce que évidemment, on a vécu une situation très dramatique dans une place qui était une place touristique. Donc il y avait des gens de tout le monde. Et il fallait quand même... Mais les Catalans ne sont pas des Espagnols ? Les Catalans, à l'époque, sont espagnols, disons par nationalité, mais ce n'est pas une distinction. Le fait qu'on montre en fait, qu'il y a... c'est catalan. C'est pas quelque chose de négatif. Pourquoi on ne peut pas dire que quelqu'un est catalan ou qui est andalou? C'est pas quelque chose de péjoratif. Non, mais c'est pas quelque chose de négatif. C'était juste un moment où l'Espagne avait peut-être besoin d'un peu d'unité. Mais c'est où le problème pour dire que quelqu'un est catalan? Je m'excuse. Je ne comprends pas, disons, les conflits, en tout cas. Ça a suscité beaucoup de réactions en Espagne, en tout cas, cette différenciation. Mais avant de poursuivre, Raúl Romeva, je vous propose d'écouter, de regarder ce focus sur vous et la Catalogne. Il a été réalisé par Bastien Bory et Benoît Tricot. Le moins que l'on puisse demander à une sculpture, c'est qu'elle ne bouge pas, raillait l'artiste catalan Salvador Dalí. Vous aussi, Raúl Romeva, vous avez, diront certains, un penchant pour les idées surréalistes. De vos débuts avec la casquette du Parti vert jusqu'à ces pyramides humaines dont vous étiez un pilier, vous bousculez l'académisme, vous faites vaciller la structure de l'État central. La séparation se fera, et s'il n'est pas possible de la faire de manière négociée, nous la ferons quand même. Prendre le large, c'est ce que vous avez voulu pour la Catalogne après avoir découvert, enfant, les expéditions du commandant Cousteau. Mais après 10 ans au Parlement européen, vous arrivez un peu tard aux affaires extérieures de Catalogne. En 2016, le cap vers l'indépendance est fixé depuis longtemps. Voilà 40 ans depuis la mort de Franco qu'un statut d'autonomie existe. Jusqu'à cet arrêt du tribunal constitutionnel de juin 2010, la nation, la langue et les juridictions catalanes passent alors au second plan. Une semaine plus tard, 1 million d'irréductibles sont dans la rue. Mais en Espagne, récit national rime encore, à tort ou à raison, avec franquisme. Le régionalisme a donc quelque chose de légitime, de légal aussi, selon vous. Ce que je veux dire, c'est que celui qui enfreint sa propre constitution aujourd'hui, c'est l'État. Têtus, ces Catalans, qui comptent pour 20% du PIB de l'Espagne, 30% des exportations, la moitié de l'activité à haute valeur ajoutée. Cette richesse resterait-elle en l'état, si vous me permettez, après l'indépendance? Pas si sûr. Raúl Romeva, nous reviendrons sur ces questions économiques, mais tout de suite, 2 journalistes nous ont rejoints, Sophie Marnibaud de RFI et Christophe Ayat du journal Le Monde. Sophie, une première question sur l'aspect démocratique ou pas de ce scrutin. Oui, et déjà, Raúl Romeva, est-ce que vous représentez vraiment tous les Catalans? Est-ce que c'est comme ça que vous vous présentez? Ou est-ce qu'il n'y a pas un peu une confusion avec votre activisme séparatiste, finalement? Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas une confusion entre ce que l'administration de la Généralité de Catalogne peut faire et son implication dans l'organisation du scrutin?
Je suis membre du gouvernement catalan en tant que membre d'une majorité parlementaire, comme dans tout le monde. C'est une majorité parlementaire qui vote le gouvernement et que donc représente cette majorité. Et ce qui est évident, c'est que la Catalogne, comme tout le monde, il y a plusieurs voix, mais la voix majoritaire que nous avons en Catalogne, c'est pour défendre les projets politiques que nous avons maintenant. C'est pour cela que nous avons présenté un programme électoral, on a gagné des élections, et c'est ces programmes électoraux que nous sommes en train de mettre en place. C'est simple en tout cas. Donc vous trouvez normal que l'administration finalement soit en train d'appliquer une mesure interdite par le gouvernement de Madrid? Mais la mesure que nous sommes en train de mettre en place, c'est la volonté de 80% de la population en Catalogne. C'est-à-dire, allons affronter une question politique à travers de la politique. C'est-à-dire, faisons un référendum pour savoir qu'est-ce que les gens pensent. L'opposition du gouvernement espagnol, c'est une opposition politique, alors qu'il utilise d'outils qui ne sont pas vraiment politiques. Mais on est dans une confrontation, en tout cas, des projets politiques. Qu'est-ce qu'il faut faire en politique? Confronter des projets politiques. Mais Raúl Romeva, vous parlez de la position du gouvernement espagnol et la position du tribunal constitutionnel qui juge ce référendum illégal. Le tribunal constitutionnel, c'est pas un gouvernement, c'est pas une position politique, c'est une question de droit. Donc qu'est-ce que vaut ce scrutin qui est jugé inconstitutionnel par le principal instance de justice espagnole? Le premier qu'il faut dire, c'est que le tribunal constitutionnel, malheureusement, n'est pas cet acteur indépendant, impartial qu'il devait l'être. Je vous rappelle que quand l'année 2010, ils ont fait la sentence, la décision sur le statut de Catalogne, qui avait suivi tous les processus, toute la procédure légale qui est prévue à cet effet, c'était un membre du Parti populaire qui était le président. Et les problèmes avec le tribunal constitutionnel, c'est qu'il est le juge, mais en étant aussi parti du problème politique. Donc, il est aux ordres, finalement, du gouvernement, c'est-à-dire aux ordres de l'exécutif. Les problèmes que nous avons en Espagne, c'est un problème de structure, d'absence de séparation des pouvoirs. Évidemment, ça provoque encore plus un problème politique qu'il faut gérer. Alors, je vous propose maintenant, Raúl Romeva, de découvrir ces images, d'entendre cette clameur, cette foule immense. 1 million de personnes ont défilé le 11 septembre dernier à Barcelone. C'est la traditionnelle Diada, cette marche qui débute à 17h14. Elle célèbre le 11 septembre 1714. Ce jour-là, Barcelone et ses espoirs d'autonomie étaient écrasés par les troupes venues de Madrid, celles du roi d'Espagne. La Diada a été également interdite sous Franco, comme tous les symboles faisant référence à la Catalogne. La Diada a été célébrée clandestinement pendant la dictature. Alors, pour de nombreux Catalans, cette date est non seulement une façon de célébrer l'identité de la région, mais aussi un symbole contre l'oppression. Ce qui se passe aujourd'hui avec ce bras de fer avec Madrid, c'est une page d'histoire que vous voulez réécrire ? Il faut en tout cas comprendre qu'on est on est arrivé à ces points après plusieurs disons, faillite. Je vous rappelle en tout cas qu'après la mort de Franco, et notamment après les 78, quand la Constitution a été rédigée et adoptée, dans des circonstances vraiment pas faciles, on a commencé un processus, un schéma pour trouver dans les cadres de l'État espagnol, disons, la possibilité que des différentes nationalités, langues, cultures, traditions puissent être, disons, rassemblées dans le même projet politique. Et ça a duré jusqu'à l'année 2010. Pourquoi ? Parce que la Cour constitutionnelle, le tribunal constitutionnel, même si la procédure de l'approbation de l'statut a suivi tous les mécanismes légaux, pour des raisons... le Parlement à Madrid, voilà, et devant le Parlement... Il a fait tout qu'il fallait. Il a remis en cause. Purement électoraliste et politique du Parti populaire, il a fait explosionner le pacte constitutionnel. C'est là. Et cette manifestation, en tout cas de 11 septembre, a devenu une demande démocratique, un exploit démocratique depuis 2010 surtout. Alors Christophe, une question à propos de la guerre d'Espagne, mais avant que vous ne la posiez, écoutez cette femme qui proteste contre l'exposition à Barcelone d'une statue de Franco, c'était en octobre 2016. Ouais. C'est une insulte pour les Catalans. C'est une insulte. C'est une honte qu'ils nous font. Vous comprenez, ici, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur famille. Et je parle en question pour qu'on ne dise pas qu'ici, en catalan, on ne parle que catalan.
Christophe. C'est des images très fortes, mais en fait, on a l'impression que c'est pas soldé, la guerre civile, que c'est ça qui est en train de se régler, parce que finalement, la République, lorsque Franco est mort et que de nouvelles institutions sont mises en place, c'est fondé sur l'oubli, et que là, maintenant, en fait, le passé revient, quoi. Il reste toujours là. C'est exactement ça, et c'est une des parties des problèmes. Il faut rappeler que l'Espagne, c'est, après la Cambodge, le pays du monde où nous avons le plus de disparus. Nous sommes en train, en Catalogne, de faire un travail qui est nécessaire. C'est l'aperture des fosses communes. On a encore des centaines de personnes qui sont partout enterrées, et que, évidemment, il faut quand même donner un peu de légitimité, de dignité aux gens, aux familles, pour pouvoir faire cette récupération de l'histoire dans les cadres, disons, de la dignité collective. Ça, avec l'Espagne que nous avons aujourd'hui, avec les structures de l'État que nous avons aujourd'hui, c'est pas possible de le faire. Qu'est-ce que nous sommes en train de confronter aujourd'hui? Un problème qui revient, évidemment, comme vous l'avez très bien dit, disons, d'une époque qui n'a pas été surmontée. Il existe encore aujourd'hui, sur les structures de l'État, les réminiscences du franquisme. Et c'est ça qui, aujourd'hui, se montre avec des façons très différentes. Mais que dans la question catalane, je dis toujours, ce n'est pas une question qui a à voir avec les nationalismes, c'est une question qui a à voir avec les principes démocratiques. C'est ça qui est en jeu. Et vous l'avez vu très clairement avec cette femme-là, qui ne défendait pas des nationalismes, défendait des principes fondamentaux démocratiques. Parce que reste à savoir si le fait de proclamer l'indépendance de la Catalogne, de l'obtenir, pourrait régler ce type de problème. Et notamment, est-ce que cela pourrait régler le problème des contradictions qu'il y a parmi vos soutiens? Il y a quand même vraiment toute une pléiade de partis dans cette coalition, et des gens qui sont totalement eurosceptiques, avec des gens qui sont absolument accrochés à l'Union européenne. Comment vous résolvez ces contradictions? On est tous d'accord sur une chose. La solution est démocratique. C'est-à-dire, il y a un consensus, et ça d'ailleurs, et tous les sondages le montrent, c'est les 80% de la population en Catalogne qui considèrent que la situation que nous avons aujourd'hui n'a qu'une solution. C'est la démocratie, c'est voter. Ça, d'un côté. De l'autre côté, ce n'est pas une question d'indépendance, c'est une question démocratique. C'est une question de comment un projet politique peut être discuté et évidemment mettre à soumission de la volonté populaire. Je vous rappelle en tout cas que nous avons eu une situation à l'époque, je ne parle pas de l'État d'août, qui est déjà quelque chose d'important et qui a été pour moi les moments les plus durs, les plus complexes, et ces moments où beaucoup de gens qui ne viennent pas de la tradition pro-indépendantiste... Vous parlez du statut d'autonomie. Le statut d'autonomie qui a été, invalidé. En 2010. La Cour constitutionnelle. Il avait été voté et pas complètement invalidé. Il y a certains points qui ont été invalidés. Oui, mais le problème, c'est que à ces moments-là, beaucoup de gens comme moi qui défendaient la possibilité de faire un projet fédéraliste en Espagne, nous avons rendu compte que le problème, ce n'est pas l'indépendance, le problème, c'est les cadres. Mais j'en finis avec ça. Le problème, ce n'est pas l'indépendance, le problème, c'est les projets politiques de l'État. Nous voulons construire un État moderne. Un État où les divergences politiques puissent se faire dans une normalité. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Je vous rappelle que nous avons la présidente du Parlement catalan qui était mise en examen pour permettre un débat dans les parlements. C'est ça que nous avons aujourd'hui. Ces types de choses font vraiment que les gens soient absolument frustrés, fatigués et qui demandent une solution. Donc ce n'est pas une question idéologique des droits ou gauche. Il n'y a pas moyen d'attendre un référendum légal ou par exemple un référendum à l'échelle de l'Espagne et à ce moment-là, toute l'Espagne se prononcerait sur l'indépendance ou non de la Catalogne? Ces deux questions-là. D'abord, il y avait l'année 2014, on a fait un procès participatif. C'était un sondage. C'était organisé par la société civile. Pour avoir permis ça, le président, à l'époque du gouvernement catalan, et 3 membres de son cabinet, ont été condamnés à 2 ans dehors du service et 5 millions d'euros d'amende. Pour avoir permis un sondage sans effet contraignant. C'est ça que nous avons. Ensuite, la question qui est très pertinente. Est-ce que vous accepteriez, est-ce que c'est possible de faire cette demande au niveau de toute l'Espagne? On a toujours dit, ce qu'il faut faire, c'est de faire les débats politiques et de le mettre à soumis des gens. Mais imaginons là une chose. On accepte ça. Mais imaginons là une chose. La majorité en Catalogne vote oui.
Il faut que Catalogne devienne un État indépendant. Et la majorité dans le reste de l'Espagne vote non. Est-ce que ça résout les problèmes? Non, ça montre qu'il y a vraiment un problème. Donc, il faut mettre ça dans la discussion politique. Alors, il faut mettre ça dans la discussion politique. Raoul Romeva, l'actualité ces derniers jours, ce sont ces mesures prises par Madrid pour empêcher l'organisation du référendum du 1er octobre. Alors, donc ce référendum qui est interdit par la Cour constitutionnelle, le tribunal constitutionnel. Alors, il y a eu la saisie par la Guardia Civile de près de 10 millions de bulletins de vote dans ces camions sous la huée des manifestants, des perquisitions, l'arrestation d'une douzaine de membres ou d'administrateurs du gouvernement régional qui ont été relâchés depuis. Bref, une vaste opération policière, judiciaire lancée par le gouvernement central. On entend ces cris des Catalans. Nous voterons. Mais Raoul Romeva, est-ce que vous avez les moyens encore logistiques d'organiser ce référendum? Oui, les moyens sont là. D'abord, une chose, il faut être dit. Voter le référendum n'est pas un crime. Les codes pénals espagnols. Mais ce n'est pas de ça dont on parle là. Ce dont on parle, c'est est-ce que vous avez encore les moyens logistiques? Non, mais puisque ce que nous faisons n'est pas un crime, les moyens qu'utilise l'État pour combattre ça sont illégaux. Ce que nous contestons, c'est le fait que les moyens qui sont en train d'être utilisés par l'État sont complètement illégales. C'est l'intervention de l'autonomie catalane financière et maintenant, on va voir au niveau de la police. C'est la violation constante des droits fondamentaux, des droits de liberté de presse. Mais Christophe, sur cette question... Il reste, Monsieur Romeva, il reste une semaine. Comment va se dérouler concrètement ce vote? Est-ce que vous avez assez de bulletins? Est-ce que vous avez assez de lieux? Est-ce qu'on va jouer à cache-cache? Non, on a tout. C'est-à-dire, écoutez, c'est pas un problème de bulletins. Vous savez que les bulletins peuvent s'imprimer d'une façon très Non, mais c'est un problème de bureau de vote, de dépouillement. Bureau de vote, c'est pas un problème. Nous avons 900 mairies en Catalogne. 800 ont mis ces locaux en place pour faire ça. Et ceux qui ne l'ont pas fait au niveau volontaire, on a trouvé un accord avec des locaux qui sont au niveau des gouvernements catalans pour faire les votes. Donc ça, c'est pas un problème. C'est quoi le problème? Même en faisant ça, ces 800 locaux élus, les maires, sont mis en examen du côté, disons, du procureur pour avoir permis quelque chose qui n'est pas un crime. C'est là le problème. C'est ça qu'il faut contester. C'est ça qu'il faut condamner même. Parce qu'on ne peut pas comprendre que pour faire quelque chose qui n'est pas un crime, qui est complètement possible et qui est nécessaire même, on utilise la police, la justice. Raoul Romeva, Mariano Rajoy, ce samedi, a estimé, a déclaré que vous saviez très bien que ce n'était plus possible, que vous ne pouviez pas tenir ce référendum. Est-ce que c'est lui qui ment ou est-ce que vous n'êtes pas en train de tromper les Catalans? Non, il dit ce qu'il veut dire, mais la vérité, c'est qu'il n'y a aucune raison juridique pour dire que ça que nous faisons n'est pas possible. Ce n'est pas contre la Constitution et ce n'est pas un crime. Alors il fait un discours politique sur ça et il essaie de justifier son inaction politique de toutes ces années en faisant une chose, disons, qui pour moi est complètement inacceptable aussi dans les cadres de l'Union européenne, qui est la violation constante des droits fondamentaux. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, dans les rues, ce que vous écoutez, ce n'est pas « oui à l'indépendance », c'est « on va voter ». Parce que dans la rue, il y a des centaines de personnes qui ne sont pas pour l'indépendance, mais qui sont pour la démocratie et qui demandent de voter. Et c'est ça que tous les sondages montrent. Les 80% veulent voter. Mais vous avez quand même... Soit oui, soit non. Vous avez quand même réussi un tour de force, Raoul Romeva. Vous avez contre vous toutes les forces politiques traditionnelles, que ce soit le Parti conservateur, bien sûr, qui est au pouvoir, le Parti populaire, mais aussi les socialistes. Alors, pourquoi une troisième voie n'est pas possible? Pourquoi ne pas aller vers une Espagne fédérale? On avait un compromis. Le statut de Catalogne était un compromis. Il a été discuté pendant des années. C'était le compromis de toutes les forces politiques que nous avons en Catalogne. Il a été voté. Ce n'était pas les textes d'un ou de l'autre. Il a été voté. C'était un compromis. Ce texte est allé à Madrid parce qu'il devait être voté au Parlement espagnol. C'est ce qui est accordé au niveau des cadres légaux. Il a été voté au Sénat, c'est-à-dire aux chambres hautes et aux chambres basses, au Sénat et au Congrès des députés. Même s'il a été très dramatiquement modifié. Mais puisque nous avons une volonté de négociation et de compromis, on l'accepte. Il revient. Il a été ratifié en référendum. Oui. C'est quoi la conséquence de ça? Les partis populaires, qui est minoritaire en Catalogne, prennent ces textes et pour des raisons purement électoralistes, l'envoient à la Cour constitutionnelle. Là, il y avait un compromis.
C'est eux qui l'ont détruit. Raoul Romeva, on va s'interrompre pour une courte pause et on se retrouve tout de suite après. D'accord. Raoul Romeva, merci d'être l'invité d'International ce dimanche avec Sophie Malibaud de RFI et Christophe Ayad du journal Le Monde. Alors, Raoul Romeva, je rappelle que vous êtes membre du gouvernement autonome de Catalogne. Vous souhaitez organiser le 1er octobre un référendum sur l'indépendance de cette région. Ce référendum jugé illégal par le tribunal constitutionnel espagnol. Alors, parlons économie maintenant. 2 pourcentages résument ce que pèse la Catalogne en Espagne. Alors, ces pourcentages, on les voit, c'est 20% du PIB de l'Espagne, 210 milliards d'euros, plus que la Grèce et le Portugal, 30% de ses exportations avec des industries très fortes, comme celle de l'automobile, l'industrie pharmaceutique, des banques très très puissantes. Alors, ce que l'on entend souvent dans les revendications indépendantistes, c'est la dénonciation de ce que vous appelez un hold-up de Madrid sur la Catalogne. C'est-à-dire que vous pensez que Madrid lève l'impôt d'une manière beaucoup trop forte et que vous donnez beaucoup et que vous ne recevez pas assez. Est-ce que cette question d'indépendance est une question d'argent ? Non. Non. Et je conteste très fortement ça. C'est une question de justice. C'est-à-dire, personne ne conteste le fait qu'il faut payer. Moi, je suis progressiste et on a toujours défendu ceux qui gagnent le plus doivent payer le plus. Ce n'est pas un problème. Le problème, finalement, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cet argent qui est pour tous. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Nous avons une décision politique au niveau des gouvernements de l'État qui décide les investissements au niveau de tout l'État, qui suivent des raisons pas rationnelles, je ne dis pas juste, mais pas rationnelles, qui bénéficient en fait des intérêts centralisateurs plutôt qu'une logique rationnelle pour faire que les économies en pluriel marchent bien. Ça d'un côté. C'est-à-dire que vous ne recevez pas assez, c'est-à-dire que Madrid ne vous reverse pas assez pour la Catalogne. Mais ce n'est pas un problème de recevoir plus ou moins. C'est une question de où est-ce qu'il faut investir pour que les économies marchent. Et vous expliquez que les investissements ne sont pas bons. Les économies, les décisions, ce n'est pas une question de quantité, j'insiste, ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de décisions politiques. Qu'est-ce qu'on voit? Que les investissements sont plutôt censés à centraliser l'État, faire un modèle d'État centralisateur, plutôt que rationaliser ça en bénéfice de tout le monde. Donc c'est ça. Et ça, ce n'est pas un préjudice de la Catalogne. Je vous mets un exemple. Le corridor méditerranéen, ce n'est pas contre la Catalogne que la décision de faire les corridors centrales décidés par l'État c'est aussi un problème pour toute la Méditerranée, aussi l'Andalousie qui arrive jusqu'à la fin. Est-ce que pour résoudre ce type de questions, vous seriez prêt donc à quitter l'Espagne, à savoir à laisser l'Espagne avec 20% de son PIB en moins, c'est-à-dire une Espagne fragilisée, peut-être durablement perturbée? Est-ce que vous pensez que ça arrangerait les affaires de la Catalogne d'avoir un voisin dans cet état-là? Est-ce que, tout d'abord, il faut rappeler, pendant toutes ces années, on avait un statut qui a été tombé. On a fait des propositions sur la table, constamment. Allons discuter ça, allons discuter cela. Non, mais la question, est-ce que vous pouvez prendre ce risque? Mais attends. Au lieu de discuter sur des propositions concrètes, la réponse a été toujours non à tout. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Nous confrontons des modèles des pays, des modèles de société, des modèles, en fait, d'État. Un État moderne, basé sur évidemment l'aperture économique, avec la cohésion sociale, avec la transparence. C'est ça que nous voulons faire. Et nous confrontons ça à un État qui est en fait un ancien régime de la... Vous n'attendez pas à la question. Est-ce que l'Espagne, c'est fini? Il faut que chaque région prenne son autonomie, son indépendance, fasse comme elle... Mais que l'État espagnol, vous êtes en train de nous dire, ne fonctionne pas bien. L'État espagnol ne fonctionne pas. Est-ce qu'il doit disparaître? Vous êtes bien. L'État espagnol n'a su pas fonctionner après les franquismes d'une façon qui permet pas qu'être rationnellement bien organisé, mais qu'être moderne. Mais donc vous pensez, est-ce qu'il doit disparaître parce que finalement il y a en tout cas, il y a mieux à faire. En tout cas, ce n'est pas une question du reste de l'Espagne. Je crois que chacun doit décider qu'est-ce qu'il veut faire. Et c'est une question démocratique. En Catalogne, il y a une majorité du 80% qui demande être demandé. Demandez-nous qu'est-ce que nous voulons faire. Demandez-nous. Ça, c'est la démocratie. Un État moderne. Qu'est-ce qui fait un État moderne? On met une question politique sur la table. Et c'est pour cela que nous demandons de voter. Certains nous disent, vous n'avez pas la majorité en Catalogne.
Bon, alors, si c'est ça le cas... C'était le résultat du sondage du mois de juillet, encore que vous avez demandé. Non, mais... vous avez pas la majorité des Catalans ne sont pas pour l'indépendance. Oui, mais la majorité demande de voter. Oui, d'accord. Non, mais c'est important, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Si c'est vrai que la majorité ne veut pas l'indépendance, on vote, les résultats Serrano, point la ligne. Ouais. Alors, c'est où le problème, là? Raúl Romeva, vous avez été durant près de 10 ans député européen, sous l'étiquette des Verts. Vous ne l'êtes plus aujourd'hui. Voilà ce que vous déclariez en janvier dernier devant le Parlement européen. La Catalogne a toujours été pro-Europe et elle le sera toujours. Toutefois, l'Europe ne peut pas fermer les yeux devant cette réalité parce que c'est sa propre crédibilité qui est en jeu. Raúl Romeva, une Catalogne indépendante, donc un nouvel État. C'est de facto la sortie de la zone euro. C'est de facto la rupture des liens avec la Banque centrale, le relancement de la très importante, enfin le refinancement, pardon, de la très importante dette. Comment allez-vous faire? On appelle ça volonté de négociation. Il faut toujours dire, dans les scénarios où nous sommes aujourd'hui, on ne peut pas penser qu'il y a un intérêt collectif de perdre ce que vous avez dit avant, en fait, au niveau économique, mais je dirais encore plus. Il y a 7,5 millions de citoyens qui ont la nationalité espagnole, donc qui ont la citoyenneté européenne. Ça, il faut le gérer. Ensuite, est-ce qu'il a aucune raison pour penser rationnellement qu'une économie, une société, une communauté, une réalité qui existe et qui bénéficie aussi de relations avec le reste de l'Espagne, mais avec le reste de l'Europe, disparaîtrait tel quel? Non. Mais c'est vous qui vous serez de facto en dehors d'Europe. Un nouvel État. Un nouveau État ne veut pas dire sortir du monde. Non, mais de l'Europe, puisqu'il faudra bien renégocier un statut. Ça, c'est la parole clé. Renégocier. Renégocier. On appelle à renégocier les statuts, à renégocier les relations. Il semble que la Commission de Bruxelles n'a rien dit, rien fait, rien préparé, elle n'a pas de position. Donc c'est comme si votre référendum n'existait pas pour elle. Et en tout cas, Jean-Claude Juncker, lui, a expliqué qu'il restait dans les textes de la Constitution espagnole, qu'il respectait ces institutions espagnoles. Il y a trois questions, hein. Je dois répondre les trois. Ouais. Je commence par la dernière. La Constitution espagnole n'interdit pas du tout faire un référendum, n'interdit pas du tout. N'interdit pas ça. Et si vous lisez bien la Constitution peut être interprétée de plusieurs façons, comme d'ailleurs toutes les constitutions. Elle interdit un référendum au niveau local, elle n'interdit pas un référendum au niveau national. En matière d'indépendance, c'est une partie de l'Espagne ne peut pas décider pour le tout. Non. Ce n'est pas écrit tel quel à la Constitution. Bon, c'est une interprétation. Voilà, c'est une interprétation. C'est une interprétation. Vous dites que qu'est-ce que je veux dire? C'est une interprétation. Il y a d'autres interprétations qui permettent, et d'ailleurs il y a des juristes aussi au niveau international qui interprètent ça de cette façon, que ce n'est pas impossible de faire ça. D'ailleurs, c'est nécessaire. Parce que les textes constitutionnels, ici et dans tout le monde, sont des textes qui doivent évoluer avec l'évolution de la société. Ça d'un côté. Donc, ce n'est pas un problème constitutionnel. Soyons clairs. Quand tu as les 80% de la population qui te demandent de faire une chose, au moins il devait être possible de faire un débat. Mais je rappelle que pour avoir fait un sondage qui n'était pas contraignante, nous avons un président et 3 membres du gouvernement qui ont été condamnés. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Deuxième question, au niveau européen, pour répondre à la question de la réponse. Il y a eu, dans les derniers 25 ans, il y a eu 53 référendums d'autodétermination dans le monde. 53. La moitié sans accord avec l'État. Qu'est-ce que nous avons demandé toujours? Faire une discussion comme les Britanniques ont fait avec les Écossais. C'est possible de le faire dans les cadres de la Constitution et dans les cadres de l'Union européenne. Pourquoi? Parce qu'il n'écrit ailleurs que, dans aucune place, que ça ne puisse pas être fait. C'est ça que nous avons demandé. La négative constante de l'État à faire ce débat politique nous empêche à faire les choses de la seule façon que nous pourrons les faire aujourd'hui. J'en finis avec ça parce que c'est important. Et qu'est-ce qu'il a dit la communauté, disons l'Union européenne? Rien. Il a jamais dit vous pouvez pas faire ces référendums. Jamais. Personne. Puisqu'on parle d'Europe, vous êtes un Européen convaincu. Oui. En jouant cette carte de l'indépendance, est-ce que vous ne jouez pas contre l'Europe? Est-ce que vous ne favorisez pas un émiettement de l'Europe? Non, parce que la carte qu'on aime jouer, c'est la carte de la modernité. L'Europe, tout à fait. L'Europe doit décider entre des modèles.
des modèles économiques, des modèles politiques, des modèles sociaux. Nous avons un modèle, c'est un modèle, si vous voulez, impérialiste de l'année 18e siècle. Par l'année 18 du 18e siècle. Et au côté, tu as la volonté collective de beaucoup de gens qui demandent faire un État moderne, un État où les débats politiques soient la voie dans laquelle on résout les problèmes, pas les impositions. Donc, l'Union européenne doit décider si on accepte la situation que nous avons aujourd'hui, qu'on viole des droits fondamentaux, les droits d'expression, les droits à la liberté des presse, les droits au secret des courriers, l'intervention illégale des autonomies. Oui. On accepte ça ou on accepte la participation populaire dans les décisions collectives. C'est là où l'Europe doit décider. Qui, aujourd'hui, en Europe, vous soutient dans cette démarche de référendum d'indépendance? Au niveau officiel, ils n'ont rien dit. Personne. Pas pour, pas contre. Les discours officiels, et c'est normal qu'il soit ça, si vous voyez tous les référendums qui ont eu place jusqu'à l'époque, personne ne va dire rien, un seul mot, avant que les choses arrivent. Donc, et c'est ça qu'il existe, et c'est la politique internationale. Mais personne n'a pas dit jamais que nous ne pouvons pas voter. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que finalement, qu'est-ce que c'est l'Union européenne? C'est un projet dynamique qui s'adapte à la réalité. Qu'est-ce que nous demandons? Assumons qu'il y a une réalité qu'il faut gérer. Nier la réalité ne fera pas du tout que cette réalité disparaisse. Et la réalité est là, vous l'avez vu dans la rue. Et ce n'est pas une question économique, nationale, nationaliste, même pas linguistique. C'est une question des droits fondamentaux, c'est une question des démocraties. Et ça, il faut les mettre sur la table. Monsieur Romeva, une éventuelle indépendance de la Catalogne ne concerne pas que l'Espagne, elle concerne la France aussi, puisqu'il y a une région... L'Europe. Elle concerne l'Europe, mais en France, il y a une région catalane avec des habitants qui, pour l'instant, n'ont pas l'air très mobilisés pour l'indépendance. Mais est-ce que vous allez revendiquer une souveraineté sur la Catalogne française, Perpignan, etc. C'est évident qu'il y a un domaine linguistique qui existe, et même, si vous voulez, historique, régional, disons... culturel, d'identité, si vous voulez. Mais sur ça, on est très clair. C'est la Catalogne, au niveau des sujets politiques, qui est en train de décider son futur. On ne peut pas décider pour d'autres sujets. Il y a aussi, on parle parfois de Valence, des pays valenciens, où c'est aussi une autre partie, où les Catalans, évidemment, partie de la culture, mais ce n'est pas à nous de décider qu'est-ce que les membres des Valence vont faire. Les frontières d'une Catalogne indépendante se limitent à l'actuelle région de Catalogne, d'accord. Bien sûr. Je n'ai jamais entendu dire rien de différent que ça. Hein, Raoul ça intéresse Macron aussi, pour savoir s'il va perdre un bout de pays. Je voudrais maintenant vous faire entendre cette chanson. Elle a été enregistrée à Barcelone. C'est la chanteuse colombienne Shakira que vous allez entendre et découvrir en images. Elle chante en catalan. Oui, je sais. Saps que si boig per tu em passo els dies esperant la nit. Com et puc estimar si de mi estàs tan lluny? Servir-li Alors en 2014, Shakira a essuyé les foudres pour cette chanson interprétée en catalan. Certains Espagnols ont dénoncé cette interprétation comme un soutien à l'indépendance. Shakira et la Catalogne, c'est une histoire en tout cas qui dure. Elle vient d'y enregistrer son dernier clip. On l'entend ici, il a été tourné à Barcelone. Regardez, écoutez. Aquí estás, ya no puedes detenerte. ¿Dónde vas? Si estoy loco por tenerte. ¿Cómo lo ibas a ver? Que te vería otra vez. Alors,
Alors, son compagnon, c'est Gérard Piqué, une autre star internationale, mais lui du Barça, le club de foot de Barcelone. Il n'a jamais caché ses sympathies, Piqué, pour la Catalogne indépendante. Et il joue aussi pour la formation nationale. Et quand il rentre sur le terrain, quand il joue dans ces matchs-là, eh bien, il est copieusement sifflé, Piqué. Et puis, puisqu'on parle sport, il y a 3 jours, Nadal, la star du tennis, disait ça, on l'écoute. J'aime la Catalogne et je me sens vraiment espagnol. Donc je ne peux pas imaginer l'Espagne sans Catalogne et la Catalogne sans l'Espagne. Raúl Romeva, cette question d'indépendance, on le voit bien, ça invite partout, jusqu'au stade. Le dialogue semble désormais très difficile, presque impossible avec Madrid. Vous n'avez pas peur de débordement, de violence, d'une situation qui vous échapperait totalement ? Je dois dire deux choses. La première, au niveau de l'État, on voit, et ça on l'a vu les derniers jours, des soutiens très importants à Madrid, Andalousie, au Pays Basque, par ailleurs, au niveau de la demande démocratique. Et ça c'est important. C'est-à-dire pouvoir organiser le vote. Non, parce que ce n'est pas contre personne. Ce n'est pas un projet politique contre personne. C'est un projet politique qui, en tout cas, est basé sur la demande populaire et qui veut s'entendre avec tout le monde à partir de la reconnaissance d'une réalité. Mais contre personne. Et vous n'écouterez personne en dire qu'il y a un problème contre l'Espagne. Ce qu'il y a, c'est un problème avec l'État espagnol. Mais là, vous ne répondez pas à ma question sur la violence. Oui, mais la deuxième part. Si vous avez suivi, et vous l'avez fait, les manifestations des dernières années, vous n'avez jamais vu aucun incident. Jamais. 1 million, 1,5 million, 2 millions de personnes dans la rue, 0 incident. Si vous suivez la situation aujourd'hui, vous écouterez toujours un message très clair des organisations et mobilisations, des représentants publics, de dire notre meilleure voie, c'est l'action pacifique. Oui, mais vous voyez bien que la situation est tendue au sein de la société. Mais c'est juste même, qu'on vient de voir là. C'est qui est dans la situation. J'ai eu des copains, des collègues du gouvernement qui ont dormi en prison sans avoir rien fait. Nous avons une situation où nous avons la pression de la police et même de certains manifestants d'extrême droite qui provoquent des situations tenses. Qu'est-ce que vous voyez en revanche? Une réponse tout à fait pacifique des gens. Oui, pour le moment, tant mieux. Des gens, toujours. Tant mieux. Et donc, Raúl Romeva, donc, ce qu'on a appris depuis la fin de la semaine, l'Espagne est en train d'envoyer des policiers pour le maintien de l'ordre et pour empêcher la tenue du scrutin. Donc, est-ce que les forces de l'ordre espagnoles, la police de Madrid, va travailler en coordination avec les Mossos Esquadra, la police catalane? Mais je vous retourne la question. Il n'y a aucune base pour envoyer la police empêcher une chose qui n'est pas illégale, qui n'est pas un crime. Mais alors comment ça va se passer concrètement? Alors, on n'est pas confronté dans une question de légalité. On est confronté dans un problème politique. L'intervention que le gouvernement de l'État a fait des finances de la Généralité est illégale. Ils sont en train d'appliquer l'article 155 de la Constitution d'une façon illégale. Donc je demande en tout cas qu'on fasse un débat sur la légalité de ce type de mesures. C'est le procureur qui demande à ce que les forces catalanes soient coordonnées avec la police espagnole. Donc vous acceptez cela? Basé sur des principes qui sont tout à fait erronés. Et c'est ça que nous motive à dire les problèmes que nous avons en Espagne, c'est qu'il n'y a pas une séparation des pouvoirs. Nous sommes confrontés à un problème politique. Et je vous dis encore plus. Est-ce que quelqu'un croit qu'avec ce type d'action, les jours après, la situation en Catalogne sera mieux? Est-ce que quelqu'un croit que vraiment, avec toute la pression policière, judiciaire qu'ils sont en train de faire, les gens qui aujourd'hui croient que nous avons un problème politique céderont? C'est évident que ça ne va pas passer. Donc, plus tôt ou plus tard, il faudra se mettre autour d'une table pour parler politiquement du problème politique. La répression, la violation constante des droits fondamentaux ne résout rien du tout. C'est ça où nous sommes maintenant et il faut insister. C'est pour cela qu'au reste de l'Espagne, nous avons maintenant des demandes des gens qui ne sont pas du tout favorables à l'indépendance, qui demandent, écoutez, faisons un débat démocratique. Faisons un débat démocratique. Monsieur Romeva, on a l'impression qu'en fait, le référendum, la date du référendum, c'est une sorte de moyen de pression pour obtenir le dialogue et non pas
en fait réellement l'indépendance, parce que personne ni rien n'est prêt pour ça. Est-ce que vous ne portez pas une responsabilité historique d'avoir organisé un référendum d'indépendance qui n'en sera pas un, qui ne sera pas reconnu par l'Europe, par l'État espagnol, et qui à la fin va faire que cette chance d'indépendance, elle sera passée pour plusieurs décennies? Non. J'insiste sur l'évolution des dernières années. On a tout essayé, on a tout proposé, on a demandé à plusieurs reprises au président Rajoy, écoutez, nous avons un problème. Nous avons les 80% de la population qui demandent de voter. Certains pour les oui, certains pour les non. Est-ce que nous pouvons nous mettre d'accord, comme ils l'ont fait au Royaume-Uni et comme ils l'ont fait avec l'Écosse, pour résoudre ça politiquement? Discutons sur la date, sur la question, sur les quorums, discutons sur tout ce que vous voulez, mais discutons pour trouver une solution politique à ça. C'est quoi la réponse que nous avons? Rien, zéro. Ils n'ont pas venu à la table. Lorsqu'on les consulte, disent « Nous, on est prêts à discuter de tout, sauf une chose, l'indépendance. » D'abord, pourquoi on ne peut pas discuter même sur ça? Pourquoi pas? C'est où? C'est écrit où qu'on ne peut pas discuter d'un projet politique? Pourquoi on ne peut pas parler? Pourquoi il faut condamner des gens qui ont... l'interprétation de leur propre constitution. Mais je conteste ça. Oui, Raoul Romeva. C'est pas contre la Constitution. Et sur la légitimité du scrutin, il y a aussi quelque chose. Comment vous avez organisé les choses? Est-ce qu'il y a un quorum? Est-ce que si finalement il se trouve que c'est une poignée d'électeurs qui vont aller voter pour l'indépendance, vous estimerez que le vote est favorable? Parce qu'il y a beaucoup d'appels à ne pas participer à ce vote. Il n'y a pas de quorum. À ce vote. Donc, il y a deux questions, les quorums et l'appel. Sur les quorums, on a toujours dit au président Rajoy, si vous voulez, on se met d'accord même sur les quorums. Ce n'est pas un problème. On peut discuter ça, c'est un sujet important, mettons-nous d'accord. Qu'est-ce que nous disent tous les sondages? Tous les sondages, que même sans accord, une grande majorité est prête à aller voter. Et pourquoi vous n'avez pas décidé d'un quorum vous-même? Puisque c'est vous qui l'organisez. Vous ne pouvez pas demander à Madrid de définir un quorum. Parce qu'on fait les choses bien faites. Et on suit les recommandations de la Commission de Venise, qui dit que sans accord avec l'État, il ne faut pas mettre un quorum. C'est la recommandation de la Commission de Venise. Et puisqu'on a demandé... Alors, quelle légitimité pour un scrutin qui aurait une participation mineure? Mais pourquoi vous pensez qu'il y aurait une participation mineure? Éventuellement. Il faut déjà pouvoir l'organiser. D'abord, on verra. Et ensuite, il faut quand même tenir compte de la répression que nous sommes en train de vivre maintenant de l'État, qui est une répression illégale, qui met déjà en prison sans avoir rien fait, qui interdit, qui viole les droits fondamentaux comme les libres expressions, la libre réunion, les libres débats politiques. C'est ça que nous avons aujourd'hui. Donc contestons ça, parce que ça, c'est le problème pour l'Europe. Ça, c'est un vrai problème pour l'Europe. Beaucoup de voix d'intellectuels, considérés d'ailleurs comme des progressistes, des artistes espagnols, des cinéastes, des dramaturges, mais aussi des étrangers d'ailleurs, comme Mario Vargas Llosa, le prix Nobel de littérature, vous demandent de renoncer à cette volonté d'indépendance. Ils dénoncent ce qu'ils appellent le poison du nationalisme. Ils se trompent depuis des années. Ça n'a rien à voir avec le nationalisme, ça a à voir avec la démocratie. Et on insiste toujours. Les 80% de la population en Catalogne, soit pour l'indépendance, soit contre l'indépendance, comprend qu'il y a un problème politique, qu'il faut les gérer démocratiquement. Et c'est ça que nous voulons mettre sur la table. Pourquoi on ne peut pas comprendre que la volonté de construire un État, parce que l'État qu'il existe aujourd'hui est vraiment en faillite, n'est pas possible, au moins de le discuter. Nous avons une situation où même discuter ça comporte des sanctions, comporte des amendes. C'est ça qu'on ne peut pas comprendre. Même si tu es complètement contre l'indépendance, je crois que la défense des droits fondamentaux doit être toujours présente. Et ce que nous confrontons aujourd'hui, c'est qu'il y a certains qui réduisent ça à une question nationaliste et qui perdent de vue les problèmes vrais, les problèmes certains du débat. On arrive au terme de cette émission, Raoul Romeva. C'était important pour vous de venir ici aujourd'hui. Vous êtes venu spécialement de Catalogne, vous repartez tout à l'heure. Vous vouliez faire entendre votre voix bien au-delà des frontières espagnoles. J'estime que s'exprimer, c'est toujours important. Apporter des raisons. La parole, ce que je ne comprends pas, franchement, c'est le silence et la violation constante des droits fondamentaux. Ça, je ne comprends pas. Mais la parole, les discours, le débat politique, moi, je serai toujours là. C'est la fin de cette émission, Raoul Romeva. Merci de nous avoir suivis avec Sophie Malibaud de RFI et Christophe Ayad du journal Le Monde. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous.